Le cercle RH, notre débat quotidien dans Smart Job. On s'intéresse à un sujet très technique, mais essentiel à notre vie, j'allais dire presque quotidienne. Glasgow, COP 2026, on entend beaucoup parler de cette question climatique, de ce réchauffement de la planète. C'est un enjeu de société pour les citoyens, mais aussi pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises. Et on en parle aujourd'hui quand le Code du travail se met au vert. On va faire le point parce que le Code du travail avait été plutôt créé pour les usines du XXe siècle. Comment adapter ce Code du travail pour les usines? Vous savez, on en parle beaucoup, 4.0, c'est une usine moderne. Comment faire pour marier transition écologique, écologie et Code du travail? C'est tout le sujet aujourd'hui et on en parle avec mes invités, des experts. Gépi Koudadjé, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social et enseignante à Paris 1. Et puis vous allez créer, on va en parler dans quelques instants, un cabinet, EXO, qui va combiner justement ces enjeux écologiques et le droit, parce que c'est essentiel. Peut-être d'ailleurs que c'est le droit qui va changer le monde. On va en parler. Et puis à vos côtés, Gilles Berset, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Neoma Business School, vous êtes économiste. Vous avez pris plusieurs fois des positions très claires sur la dérégulation du monde du travail, spécialiste du droit du travail, parce que vous écrivez régulièrement avec lui et vous ressortez un livre là qui vient de sortir octobre 2021 avec Jacques Barthélémy. Vous aviez écrit en 2015, je crois, un livre avec lui qui avait été très remarqué. Ce livre, c'est Travail et changement technologique. Alors, dans changement technologique, c'est le numérique, mais c'est aussi les transformations écologiques. Ça sort chez Odile Jacob. Il est sorti en octobre, donc il y a quelques jours. D'abord, Gépi Koudadjé, un mot sur quand le Code du travail se met au vert. J'ai l'impression aujourd'hui, alors que parfois on répète des sujets qu'on a déjà traités depuis une vingtaine d'années, j'ai l'impression d'effleurer comme ça un sujet tout neuf, qu'on n'en a jamais parlé de cette question. Le droit, le Code du travail et les enjeux environnementaux. Oui. C'est tout neuf ? C'est tout neuf. Le Code du travail se met au vert. Alors, ce n'est pas tout à fait tout neuf. Avant la loi climat et résilience du 22 août dernier, il y avait déjà quelques dispositions qui parlaient de transition écologique dans le Code du travail, mais il y en avait très peu. Il y avait une seule occurrence de ce terme dans le Code du travail, alors que c'est un des défis les plus importants du XXIe siècle. Il y avait déjà une alerte environnementale qui existait. En matière d'intéressement pour les salariés, il était possible de prévoir des critères de performance en lien avec la transition écologique. Mais aujourd'hui, le Code du travail s'est véritablement mis au vert et va beaucoup plus loin, dans la mesure où dans les relations collectives de travail, la transition écologique est mieux prise en compte. Alors comment ? Par les citoyens, si je peux me permettre. Ils sont citoyens et salariés. Voilà, par les citoyens. Et ils emmènent dans l'entreprise leur combat dans les associations et dans leur vie quotidienne. C'est ça aussi. C'est ça. Et par l'intermédiaire des représentants du personnel. Alors comment ? Grâce au CSE, donc dans les entreprises qui comptent plus de 50 salariés, désormais, le CSE, qui est le comité social et économique, aura des attributions en matière environnementale. Alors concrètement, il faudrait le débaptiser, peut-être l'appeler le CSE et environnemental. Sans doute, sans doute. Non, c'est une question. Absolument, comme exactement. le CSE. Bah ouais. Exactement. Donc le CSE est consulté par l'employeur dans différents domaines. Le CSE, je le rappelle, sert à tenir compte des intérêts des salariés par rapport aux décisions qui sont prises dans l'entreprise. Il y a des consultations qui sont récurrentes, par exemple sur les orientations stratégiques, et des consultations qui sont ponctuelles. Par exemple, la mise en œuvre du télétravail, un déménagement. On va en parler. Et dans toutes ces questions-là, la nouveauté maintenant, c'est que l'employeur devra informer et consulter le CSE sur les conséquences environnementales de ces projets, de ces décisions. Et le CSE, les représentants du personnel, vont devoir donner un avis et formuler des vœux. Cet avis, l'employeur ne sera pas obligé de le suivre. Mais en tout cas, ça permet aux syndicats, aux représentants du personnel, de s'emparer de la transition écologique dans l'entreprise. Et on reviendra, évidemment, c'est un enjeu fort pour vous, l'avocate, sur la formation des délégués du personnel qui, eux aussi, ont besoin, dans le cadre d'un dialogue social renouvelé, d'avoir une formation adéquate. Gilles Berset, question plus large, parce que j'évoquais dans mon introduction ces codes du travail que vous avez souvent critiqués, très rigides, très lourds, des usines. Est-ce que c'est au Code du travail, version XXe siècle, de s'adapter aux configurations, ou est-ce qu'on doit un petit peu, je dirais, le faire réduire au courbouillon pour que ce Code du travail réponde aujourd'hui à tous les enjeux ? Le numérique, le télétravail, le travail à distance, les tiers-lieux, enfin tous les sujets qui sont sur la table. Écoutez, c'est un peu le contenu de notre ouvrage, d'ailleurs, avec Jacques Barthélémy, de penser que le Code du travail doit être vivant. Il doit s'adapter aux transformations et il faut éviter d'avoir en tête que ces transformations doivent à toute force
elle, s'adapter à un code du travail qui a été conçu dans le contexte d'une civilisation de l'usine. Et donc, c'est le cas aujourd'hui ou ça a un peu évolué? Parce que vous dites que ça a un peu évolué quand même. Ça a beaucoup évolué quand même. Les branches ont pris le dessus sur le droit du travail. Et d'ailleurs, on pris le dessus. Disons que maintenant, il y a ce qu'on appelle la double supplétivité des normes légales par rapport aux normes conventionnelles, et puis à l'intérieur des normes conventionnelles, des normes de branche par rapport aux normes d'entreprise. La création destructrice. Ah oui. Néanmoins, là, dans le cas présent, et ce qui a été très bien expliqué et rappelé par GEPI, c'est que le Code du travail est mobilisé, si j'ose dire, pour sensibiliser les acteurs de la négociation collective à ce qui devient l'enjeu, mais on ne peut même pas dire le premier enjeu, l'enjeu essentiel du XXIe siècle. Puisque si on nie cet enjeu, si on l'ignore complètement, c'est la destruction simplement de l'humanité qui est en jeu. Donc c'est pas rien du tout qui se joue là. C'est un travail de sensibilisation énorme et qui ensuite doit se décliner dans l'action, dans toutes ses dimensions de l'action de l'entreprise. Parce qu'on n'en est qu'au tout début du processus. Mais il y aura plus de normes, il y aura un prix du carbone qui va augmenter, il y aura un effet d'image des entreprises sur leur mobilisation sur les questions environnementales. Clairement. Donc dans toutes ces dimensions, en quelque sorte, il y aura une mobilisation très forte. Et celui qui se prépare très tôt gagne des points par rapport à celui qui accompagne simplement ces mutations. En termes de performance, en termes d'engagement des collaborateurs. Absolument. Juste Gilles Berset, et évidemment j'ai piqué coup d'Alger, mais on a sur ce plateau beaucoup de personnalités du monde de l'entreprise qui se plaignent du normatif, qui disent on est en train de mourir de la norme. Est-ce qu'en contrepoint, malgré l'urgence absolue des questions climatiques, vous n'allez pas subir les foudres de chefs d'entreprise qui vous disent « Attendez, ce sont des normes de plus ». Ça veut dire, pour nous, ce sont des contraintes supplémentaires. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds... Le normatif. Oui, mais là, ça a été bien expliqué par GEPI, c'est pas normatif. C'est le dialogue social. C'est le dialogue social. Là, clairement, il faut On se parle. On se parle. Et on construit des normes ensemble, voilà, avec les représentants du personnel, avec le délégué syndical. Donc ça ne vient pas d'en haut, ça se passe dans l'entreprise. Et des normes adaptées aux réalités de l'entreprise et à ses contraintes. Le travail fondamentalement, l'objet fondamentalement de ce changement qui a été introduit par la loi dans le Code du travail, c'est la sensibilisation. Clairement. La sensibilisation des acteurs. Il n'aurait pas dit, vous devez faire ça, vous devez ne pas émettre plus de temps, vous devez... Non. Vous devez avoir en tête que le dialogue social, l'amélioration de vos conditions de travail, etc., tout ce qui ressort du dialogue social aujourd'hui, tout ça, c'est peut-être important, mais il y a quelque chose qui a une importance encore supérieure. C'est la survie de notre espèce. Pour être très concret, on va parler des délégués syndicaux qu'il faut former, qu'il faut accompagner, qu'il faut aussi, en quelque sorte, éduquer. Il y a aussi des délégués qui viennent du monde de l'industrie, qui fabriquent des produits polluants. Donc cette question, elle est posée. Un mot très concret, je me disais, mais comment on peut relier ce sujet qui est fondamental à des sujets concrets? Par exemple, ça pourrait être, j'imagine, les flottes de voitures, pour être excessivement concret. Le CSE dit, mais attendez, vous avez acheté 20 000 véhicules pour vos commerciaux, diesel. On s'y oppose. On voudrait des véhicules électriques. Est-ce que ce sont des éléments qui sont des éléments concrets sur lesquels vous, les juristes, vous dites, oui, c'est un levier de transformation? Acheter 20 000 véhicules diesel, c'est pas pareil que d'acheter 20 000 véhicules hybrides, voire électriques. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que ce sont des points sur lesquels le dialogue social, l'échange, parce que ça, c'est des leviers très concrets. Comment on fait là? Ça dépend. La question est de savoir si cet achat de véhicules peut faire l'objet d'une consultation et à quel titre. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une question qui concerne la marche générale de l'entreprise? Et je pense qu'il peut y avoir ces matières à discussion. Un employeur peut dire non, ce n'est pas, ça ne doit pas faire l'objet d'une consultation. Donc, toutes les questions ne pourront sans doute pas être prises en compte. Ça veut dire que les salariés impliqués, il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui vont dans des entreprises parce qu'ils croient à la marque employeur, à son engagement sociétal et environnemental. Ça veut dire que ces salariés-là peuvent faire un tweet, écrire un papier, dire à l'extérieur, mon entreprise vient d'acheter 20 000 véhicules. Voilà. Donc c'est là où on rejoint ce que disait Gilbert, c'est que les entreprises elles-mêmes ont
intérêt à s'engager sur ces questions parce qu'il y a toutes les questions de name and shame et elles ont intérêt à se montrer les plus vertueuses possibles sur ces questions. Et c'est la marque employeur qui est en jeu, c'est attirer des collaborateurs, l'engagement des salariés. Donc on est au-delà de la simple consultation du CSE. Mais le salarié est directement, le travailleur est directement concerné. C'est aussi, je dirais, son avenir de travailleur qui est en jeu. Si l'image de l'entreprise peut être dégradée par le fait que peu d'efforts sont faits dans le domaine climatique, eh bien, c'est son emploi, son avenir, la croissance de l'entreprise qui sont moins portés que si, au contraire, l'entreprise se mobilise à fond sur ces questions-là. Je veux dire, on va vers une époque, on voit déjà tout ce qui a été fait, la conscientisation sur les 2 dernières années. On est au tout début du phénomène. Au tout début du phénomène. Vous êtes un peu précurseur, si je peux me permettre, parce que faire rentrer la transition écologique dans toutes ces questions, objectivement, il y a 5 ans, j'animais déjà des débats, personne n'en parlait. Oui. Très peu. Vous êtes d'accord? Absolument. C'est tout neuf. C'est tout neuf, il y a très peu d'auteurs. Il y a quelques avocats qui en ont parlé. Nous, en 2020, on a écrit un article dans lequel on proposait en fait de renforcer le rôle de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour qu'elle tienne mieux compte de la transformation des métiers et de la question de la transition écologique au niveau de la branche, donc c'est-à-dire au niveau des secteurs d'activité. Et notre idée, c'était de pouvoir accompagner les entreprises. Les questions de transition écologique sont complexes pour elles, et le niveau de la branche est un niveau approprié pour anticiper et pour donner des impulsions pour cette transition qui est attendue de tous les citoyens. Et donc cette idée a été reprise dans la loi climat et résilience et nous nous en réjouissons. Ça ne répond pas totalement à la question de mes véhicules parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des choix stratégiques à faire sur 10 ans et qui disent j'ai une marque qui me propose du diesel super avantageux mais en même temps j'ai aussi un enjeu. Vous voyez toutes ces questions. Est-ce que je prends des vélos? Est-ce que j'installe des box à vélo parce que je veux... Où est-ce qu'on s'arrête là? Dans l'interaction dynamique entre le chef d'entreprise, le CSE, dans le dialogue qu'il peut avoir dans l'entreprise, il est clair que le CSE sera plus armé pour dire au chef d'entreprise attendez, quelle est notre image si ensuite il est fait état de cet achat, il est fait état qu'on ne se mobilise pas pour la transition climatique, pour réduire notre émission, pour réduire notre trace. Quelle est notre image par rapport à d'autres entreprises qui, elles, vont faire... voilà. Et en clair, c'est l'emploi qui est derrière. C'est la croissance qui est derrière. J'aimerais compléter sur cette question. Donc, il y a de la passion. de véhicules. Il y a quand même des thèmes de négociation qui sont obligatoires. La qualité de vie au travail. Et dans la qualité de vie au travail, on parle aussi de mobilité et de mobilité des salariés. Donc, dans votre exemple des véhicules électriques, dans le cadre de cette négociation, des délégués syndicaux pourraient s'y opposer et tenter de négocier, par exemple, l'utilisation de véhicules hybrides, de TGV. Aiguillant les choix de l'entreprise vers plus de vertus écologiques ou de choix écologiques offrant des possibilités de mobilité, par exemple. Ça se développe de plus en plus. Regardez, c'est un article qu'a signé Benoît Serre qui est venu régulièrement sur notre plateau, vice-président de la NDRH, il est le directeur France aujourd'hui de L'Oréal. Papier de carrière et entreprise. Le climat est un combat RH et il dit souvent on a négligé le E de RSE, favorisant le volet social, assez peu le volet environnemental. J'ai le sentiment que vous êtes en train de faire grossir la lettre E de RSE. Est-ce que dans cette philosophie, il y a de ça aussi? Évidemment, le dialogue social et la position de notre futur cabinet, de mon futur cabinet, est parfaitement en lien avec toutes les questions de RSE qui se développent depuis plusieurs années. On a eu la loi Pacte, l'objet social des entreprises a été transformé. Les entreprises doivent tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on est vraiment dans une dynamique dans laquelle la RSE prend de plus en plus de place. Juste, Gilles Berset, pour qu'on soit bien clair sur votre livre qu'on a vu à l'antenne, changement technologique, est-ce que vous y incluez aussi les transformations environnementales, enfin technologiques et environnementales? Elles sont liées indubitablement. Absolument, on y inclut toutes ces transformations. Je veux dire, ces transformations doivent être au cœur du dialogue social, encore une fois. Et c'est pas simplement parce que l'emploi, en quelque sorte, et les perspectives à long terme de l'entreprise sont en jeu, mais c'est aussi parce que directement pour les salariés, il y a le sentiment d'appartenance, quoi. D'appartenance à une entreprise qui se mobilise à une époque, dans une culture c'est fondamental, qui laisse une place croissante à une vitesse considérable aux dimensions climatiques. Juste un mot avant de nous tourner vers le télétravail, parce que ça c'est un sujet qui agite les experts, les avocats, les économistes, c'est-à-dire est-ce qu'on revient en arrière, est-ce qu'on est rentré dans une nouvelle ère? Juste un mot, j'ai quand même le sentiment, notamment à travers l'article de Benoît Serre, mais à travers vos positions qui sont très précurseurs,
que finalement c'est à l'entreprise de gérer ces questions et de moins en moins finalement à l'État. Et d'ailleurs, quand on regarde les jeunes dans leur rapport aux entreprises et à l'État est descendu très très bas dans celui qui peut sauver le monde. En revanche, ce que les jeunes disent, c'est le livre de Frédéric Dabi et de Stewart Shaw, ils disent c'est l'entreprise. Vous êtes d'accord avec ça? On a l'impression que c'est l'entreprise aujourd'hui qui est capable de transformer le monde et plus le politique finalement. Écoutez, c'est exactement dans la philosophie de tout ce qu'on fait avec Jacques Barthélémy, de ce qu'on veut faire ensemble, Gépi et moi, de dire il ne faut pas attendre tout de l'État. L'État construit des normes qui sont homogènes, qui ne prennent pas en compte la diversité des situations individuelles. Parfois contradictoires, mais la diversité de la situation des entreprises, de leur activité, des attentes des salariés, etc. Donc il faut surtout, en quelque sorte, que l'État nous donne un cap, un cadre, mais que derrière ce cap et ce cadre, le maximum de latitude soit laissé à la négociation. Entreprise, branche, au plus près en fait. Et d'ailleurs, c'est l'esprit des ordonnances travail et la supplétivité que j'évoquais tout à l'heure. Exactement. Télétravail, tiens, ça a été le choc du Covid. Première partie, télétravail obligé, c'est-à-dire dans des conditions difficiles, avec les enfants. Puis là, on est entré dans l'ère du télétravail depuis au moins la rentrée. Accord d'entreprise, organisation d'un télétravail hybride. Pour rester sur le sujet de la transition écologique, est-ce que vous avez cette réponse? Est-ce que le télétravail, c'est bon pour la planète? Parce qu'il y a un vrai débat. Et c'est un vrai débat. Et il n'est peut-être pas tranché d'ailleurs. Non, je ne pense pas qu'il soit encore tranché. Les partenaires sociaux n'apportent pas de réponse claire sur le sujet. L'ADEME elle-même dit que potentiellement le télétravail peut être bénéfique pour l'environnement, mais il y a des effets rebonds dont il faut aussi tenir compte. L'usage de data centers, les déplacements qui augmentent autour du domicile du télétravailleur. Il ne fait plus son déplacement domicile-lieu de travail, mais il fait plus de déplacements en étoile avec son véhicule autour de chez lui. Donc il y a différentes questions. Les paramètres à prendre en compte sont variés. Oui. On ne peut pas dire de façon péremptoire que le télétravail parce qu'on l'a entendu, bon pour l'environnement. Ça a été un argument beaucoup utilisé. Le télétravail, c'est très bon. C'est peut-être bon pour la fatigue, mais peut-être pas si bon pour l'écologie. Mais vous voyez, pour faire très très simple, en télétravail, les gens, évidemment, ont moins de déplacements domicile-entreprise, mais par contre, ils vont parfois s'établir beaucoup plus loin. Donc, ils font plus de kilomètres. Alors, l'économie, est-ce qu'elle est concrète? Sachant qu'en plus, s'ajoute à cette dimension que je viens d'évoquer, de déplacement domicile-travail, celle qu'a évoquée Gépi, à savoir la forte consommation des data centers, etc. Donc, c'est une équation multiple. Il ne faut pas attendre du télétravail qui soit une réponse aux problèmes climatiques face auxquels nous sommes. J'avais une double question. Alors là, pour ceux qui connaissent, et vous connaissez tous les deux parfaitement le Code du travail, qu'est-ce qu'on modifie par rapport à vos prises de position, le fait qu'on y mette la transition écologique? Est-ce qu'il y a encore du législatif? Est-ce que les députés doivent se pencher vraiment sur des transformations? Où on a tous les outils aujourd'hui sans repasser par le législatif, sans transformer la loi? On a tout, les outils sont là ou pas? Pour cette question de transition, ma question est un peu bête. Bah, si vous voulez, dans le Code du travail... Parce que la loi, ça va être compliqué jusqu'en mars, là, ça me semble réglé. Absolument. C'est réglé jusqu'en mars, sinon un petit peu plus, d'ailleurs. Un peu plus, d'ailleurs, jusqu'en septembre, disons-le. Parce qu'il y aura les législatives. Sinon un petit peu plus, mais est-ce qu'il faudra passer par des normes ou pas? Et c'est une vraie question, mais la réponse à cette question, ça sera quel est le succès en quelque sorte des autres méthodes. Est-ce qu'on y arrive sans cela? Est-ce qu'on arrive dans un pays comme la France, par exemple, à mettre en œuvre ce que tous les économistes préconisent, à savoir une taxe carbone et une augmentation progressive continue qui aille très très loin du prix de l'émission de la tonne carbone et donc du prix de l'énergie produite à partir des fossiles. Donc ça, c'est une vraie question. On a vu avec le mouvement des Gilets jaunes que ce n'était pas aussi simple. Non. Et qu'il y a une forte préférence dans un pays comme la France pour des normes plutôt que pour un signal prix. Bon, qu'est-ce qu'on sera obligé de faire dans un pays comme la France dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Cette sensibilisation, en tout cas, qui a été opérée par ce changement, cette intégration au Code du travail de considération environnementale, participe du fait que peut-être on n'aura pas besoin de nouvelles normes. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais le dialogue social, c'est pas toujours bien passé sur d'autres sujets. Je pense à l'assurance chômage, où l'État a dit, le gouvernement a dit, écoutez, vous ne vous mettez pas d'accord, je vais reprendre le dossier et je vais le régler. Est-ce que c'est une manière aussi, par la porte de la transition, de revitaliser le dialogue social? Est-ce que vous pensez qu'il y aura les mêmes crispations que sur les sujets traditionnels? Ou est-ce que sur cette question, je dirais, vitale, essentielle,
et vous le disiez en introduction, c'est le sujet au-dessus de tous les autres. Est-ce que ça peut permettre aussi un dialogue social revitalisé ? On peut espérer que ça permette de dépasser certains clivages entre salariés et employeurs. Là, c'est vraiment une question qui intéresse tout le monde, une question de survie, Gilbert l'a dit, et donc il faut dépasser les antagonismes traditionnels pour trouver des solutions. Tiens, je ne voulais pas demander, qu'est-ce que vous allez vous apporter mutuellement ? Parce qu'il y a un économiste qui est spécialiste, on le sait, sur ces questions de droit du travail, Jacques Bercélemy, beaucoup de travaux en commun. Et puis l'avocate, comment vous allez fonctionner ? Comment ça va marcher ? On a déjà Vous avez déjà avancé, hein ? Oui, et puis on a déjà fonctionné ensemble à plusieurs reprises. On a produit quelques articles, quelques tribunes, quelques analyses ensemble. Donc on ne part pas de zéro dans le travail en commun. Vous voyez, c'est quelque chose auquel on est habitué déjà depuis. Non, ma question est plus fine. Comment vous allez aiguillonner à la fois tant le gouvernement que les entreprises ? Comment vous envisagez ? C'est un sujet tout neuf. Il faut ouvrir des portes. Il faut convaincre. Il faut convaincre et il faut accompagner les partenaires sociaux dans le dialogue social. Alors pourquoi travailler avec un économiste ? C'est parce qu'un avocat, à mon sens, n'est plus là seulement pour dire le droit, dire c'est ça la règle de droit applicable, c'est ça la règle de droit applicable. Il faut qu'il accompagne les entreprises pour qu'elles puissent écrire elles-mêmes. Donc inventer le nouveau droit de demain. Voilà, le droit dans le cadre du dialogue social. Et c'est pour cela qu'il faut pouvoir créer des règles avec une finalité économique, environnementale, et donc ne plus avoir simplement une vision de juriste, mais aller plus loin en s'intéressant à d'autres disciplines, à la sociologie, à l'économie, pourquoi pas à la philosophie, pour créer des règles adaptées aux besoins des entreprises et des branches professionnelles pour faire face aux transformations qui sont devant nous. Donc, vous voulez, la philosophie de base de notre approche consiste à dire qu'on peut trouver des points gagnants-gagnants. Ce qui va complètement à l'encontre d'une certaine culture française, où on considère souvent que si les travailleurs gagnent, l'entreprise y perd, si l'entreprise gagne, les travailleurs perdent. Voilà, c'est la guerre. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est pas notre modèle, c'est pas notre histoire. Et d'ailleurs, quand on regarde certaines statistiques, vous voyez, on est le pays avancé le plus conflictuel. Et je mesure par exemple la conflictualité par une donnée très très simple, le nombre de jours perdus pour grève ou arrêt collectif de travail. Eh bien on est en tête de tous les pays avancés en France. Donc ça veut dire qu'il y a cette culture de conflit et dans certains domaines, sur certains terrains, peut-être qu'on peut s'en passer. Ce qui nous rend optimistes pour le terrain climatique, c'est le fait que maintenant il n'y a plus de négation, ou la négation en tout cas, pour les climato-sceptiques. Je crois que maintenant... les événements de cet été, ça nous a explosé au visage. Absolument. Et donc maintenant il y a quasiment un consensus général sur les dangers des question, c'est de trouver la route. Voilà. C'est le chemin qu'il faut trouver. Par contre, il n'y a pas consensus sur la façon de faire. Les économistes diront qu'il faut passer par une taxe carbone. D'autres diront non. Le normatif. Par des normes. Par des normes, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de débats à faire. En tout cas, au niveau de l'entreprise, ce qui est important, c'est cette sensibilisation et c'est le fait de construire ensemble, représentants des travailleurs et représentants de l'entreprise, des points d'équilibre gagnant, et avec un signal très très fort qui est donné aux clients de l'entreprise, qui est donné au marché, en quelque sorte, pour dire la dimension climatique, on l'intègre. Et aux investisseurs, si je peux me permettre. Et aux investisseurs, parce que cet enjeu-là, il est clé. Évidemment. Les investisseurs observent de très près aujourd'hui et flèchent leurs investissements aussi au gré de tout cela. Juste un mot, parce que je voudrais qu'on soit bien précis. On est sur un chemin, on est sur le début du chemin, donc vous êtes en train de l'inventer tout cela. Janvier, il faudra peut-être attendre septembre, octobre pour avoir une nouvelle loi qui revienne à l'Assemblée pour réfléchir à ces sujets. Qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui aux représentants des salariés, des travailleurs, comme vous dites, pour être armés sur ces questions de transition écologique ? C'est de la formation, de la connaissance ou des outils véritablement pour faire levier ? De la formation et de l'information, donc... Là, c'est prévu, donc les noms, les formations des élus et des syndicalistes vont prendre en compte la transition écologique. Maintenant, il faut voir concrètement ce qui va être fait, parce que c'est des questions qui sont très complexes, nouvelles. Ils ont 1000 questions à chaque fois à vous poser. Voilà, donc il va falloir... il y a une question de formation et il y a surtout une question d'information. Quelles sont les informations que l'employeur va délivrer aux élus pour leur permettre de jouer leur rôle dans l'entreprise ? Oui, ma question spontanée des 20 000 véhicules diesel, cette question-là, elle est posée sur la table des salariés, pas forcément des syndicalistes, qui peuvent s'émouvoir. Mais bien sûr. Ils vont aller voir leurs délégués et dire, mais Gilles, qu'est-ce que tu fais ? Et Gilles va dire, je ne peux pas faire grand-chose.
Et Absolument. c'est un vrai sujet. C'est un vrai Et sujet. c'est pour ça qu'il faut les armer, au bon sens du terme, par de la formation et de l'information, pour que cette connaissance qu'ils ont des façons de se mobiliser ensemble dans cette direction commune, hein, qui doit être universelle, de transition climatique, eh bien, trouve les bons moyens de s'y mobiliser en quelque sorte. Qu'est-ce qui est le plus efficace, à la fois pour la réussite de l'entreprise et bien sûr pour le bien-être et le confort des salariés? C'est fondamental. C'est le début d'un chemin. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir parce qu'il y a une élection présidentielle. On est rentré évidemment dans les débats. Mais je pense que c'est aussi il faudra un moment apaisé pour avoir ces sujets. Peut-être que l'élection sera le moment, j'en suis pas sûr. Mais il faudra peut-être attendre le mois de septembre pour que le nouveau ou le président actuel soit en mesure de relancer cette question qui est sur la table et que vous avez lancée comme des précurseurs. Parce que c'est intéressant que vous soyez venus comme des précurseurs. Merci Gépi Koudadjé, avocate en droit social. Exo. Bah voyez, voilà, et voilà. Exo. C'est 2 X ou un X? Un seul X pour économie fois social. Bah voilà. EXSO. EXSO. Exo. Et il va être monté en janvier, ce cabinet. Hein. Exactement. Et vous serez à vos côtés. Il y aura Gilles Berset, qui n'est pas avocat, je le précise, qui est économiste et qui est professeur à Neomia Business School. Voilà. Votre livre, le dernier, ces livres sont souvent des livres de référence quand vous les écrivez avec Jacques Barthélemy. Je me permets de le dire. Travail et changement technologique. Avec un sous-titre. Et de la civilisation de l'usine à celle du numérique, qui était mon usine 4.0. Absolument. Sorti chez Odile Jacob. Ce sont des livres de référence. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. C'est un vrai plaisir. On termine notre émission, évidemment, comme d'habitude, avec Fenêtre sur l'emploi.